d'être avec nous. Émission spéciale sur le plan Sénégal émergent. Nous sommes avec le ministre Mahamadou Dione, qui est nommé, vous le savez, ministre auprès du président de la République chargé du suivi du plan Sénégal émergent. Monsieur le ministre, merci d'avoir accepté notre invitation. Au Sénégal, depuis quelques jours, depuis quelques temps, le Sénégal était parti au groupe consultatif à Paris. Et il cherchait 3 000 milliards de francs CFA pour financer le plan Sénégal émergent. Le Sénégal est revenu avec plus de 6 000 milliards. 2 mois après ce retour, une euphorie était ici au Sénégal. Depuis quelque temps, on entend parler de moins en moins du plan Sénégal émergent. Où en êtes-vous? Bonjour Alassane, comme c'est la première fois que je viens à cette antenne, je voudrais également vous féliciter. J'ai eu à suivre tout ce que vous faisiez depuis l'étranger, parce que j'étais parti un moment au sein de la diaspora et j'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour ce que vous faites. Ceci dit, je voudrais également saisir cette opportunité pour exprimer toute ma gratitude au président de la République pour l'opportunité qu'il me donne de servir à nouveau au Sénégal et de servir le Sénégal à ses côtés. Paris, vous avez dit, Paris il y a 2 mois, février, groupe consultatif, réussite. J'y ai participé en représentant le directeur général de l'ONUDI, parce que j'étais cadre de l'ONUDI, et le satisfecit des partenaires techniques et financiers a été total. Maintenant, qu'est-ce qui a été fait depuis Paris? Depuis Paris, le président travaille, le gouvernement travaille. Nous travaillons à la mise en œuvre effective des projets et programmes contenus dans le plan Sénégal émergent. Je dirais simplement, et vous le savez, que la coopération internationale travaille aujourd'hui par une approche projet. C'est-à-dire, quand vous allez à Paris, vous exposez votre vision. Si vous avez le satisfecit, si les partenaires techniques et financiers pensent qu'avec ce train de réforme que vous proposez, avec les projets structurants qui sont contenus dans votre vision, s'ils pensent que vous pouvez le faire, que vous pouvez y arriver, c'est-à-dire doper votre processus de développement de manière inclusive, durable et solidaire. S'ils adhèrent, maintenant commence une deuxième phase. Et cette deuxième phase, c'est la formulation effective des projets bancables que vous soumettez aux partenaires en vue de leur mise en œuvre. Sur ce plan bien précis, la formulation des projets, est-ce qu'elle a été faite? Les projets ont été déposés? Est-ce que l'argent qui doit servir à financer ce projet est déjà là? Alors, je disais tout à l'heure que le président travaille, le gouvernement travaille. Depuis Paris, je vais donner 3 exemples concrets. Avant Paris, il y a eu la Chine, où le président de la République, son Excellence M. Macky Sall, a présenté à la coopération chinoise 8 projets structurants qui sont dans le cadre du plan Sénégal émergent. Sur ces 8 projets, il y a eu déjà, je parlerai de l'autoroute, c'est du concret, l'autoroute Thiès-Tivaouane-Touba. Ça démarre quand? Alors, sur ce projet, je disais, Exim Bank, Chine, censé le financer, est déjà venu au Sénégal. Et nous avons travaillé, tout le gouvernement, avec Exim Bank. Et nous sommes aujourd'hui dans la phase des due diligence. Alors, il nous reste juste un papier que nous sommes en train de finaliser, qui est l'étude d'impact environnemental. Et une fois que ceci est fait, bien entendu, le dossier sera définitivement bouclé au niveau de la coopération chinoise, qui aura 2 à 3 mois pour valider tous les documents qui ont été soumis et mettre en place les financements. Ce qui veut dire que d'ici la fin de l'année, nous avons énormément de chances de démarrer un projet structurant, un investissement massif de 400 milliards qui a donc un impact réel sur l'emploi et la croissance avant la fin de l'année. Oui, si j'insiste souvent sur les échéanciers, les dates, c'est que beaucoup de jeunes ont envie d'avoir de l'emploi. Ils vous regardent là à la télévision, ils disent que nous sommes avec le ministre chargé de suivi des plans Sénégal émergent. Le gouvernement en campagne électorale nous a promis des emplois. On attend d'avoir ces emplois pour pouvoir quand même faire nourrir nos familles, parce que c'est important pour eux. Ils veulent savoir quand est-ce que exactement les travaux vont démarrer et pour qu'ils puissent avoir une chance de pouvoir travailler. Alors, je vais revenir sur cette question, mais je voudrais pouvoir juste terminer
les 3 exemples que j'étais en train de présenter. Je vous ai parlé d'un projet concret, l'autoroute Thiès-Tivaouane-Touba. 400 milliards d'investissements. La contrepartie sénégalaise inscrite dans le budget, c'est quand même 40 milliards. Tout est prêt aujourd'hui. Nous finissons l'étude d'impact environnemental et nous allons démarrer. Le ministre des Finances, le ministre de l'Énergie, moi-même, d'autres collègues, le ministre en charge, délégué général en charge de la protection sociale, nous avons quitté Dakar pour aller, j'allais dire, un peu bouler même les instances de réunion de l'État pour aller pendant une semaine à Washington et nous bagarrer pour le Sénégal, sous les instructions directes du président de la République et du Premier ministre. Et nous nous sommes bagarrés pour d'abord sécuriser l'approvisionnement électrique du Sénégal. Le projet Banda, vous savez, l'interconnexion entre le Sénégal et la Mauritanie, ça a été conclu lors de cette mission où on a travaillé très dur, tous les jours, avec les Mauritaniens, avec les Maliens. Et aujourd'hui, l'objectif, c'est d'avoir 80 mégawatts à partir d'octobre 2014. C'est du concret. 3e projet sur lequel nous nous sommes également bagarrés, le chemin de fer. Le président Macky Sall est un amoureux, j'allais dire, du chemin de fer. Et il souhaite vraiment développer l'axe Dakar-Bamako. Ça a été reconfirmé avec son homologue, le président Ibeka, récemment à Dakar. Pendant que le président Ibeka était à Dakar, une équipe gouvernementale était à Washington. En train, j'en faisais partie, j'ai eu l'honneur d'être désigné également comme membre. Et nous nous sommes bagarrés également là-bas pour sécuriser, déjà auprès de la Banque mondiale, 80 millions de dollars, c'est pas peu, pour boucler toutes les études. Et la banque est en train de monter un prêt syndiqué à des conditions concessionnelles, ou semi-concessionnelles maximum, avec la BID, avec la Banque européenne d'investissement, avec la BAD, pour que les chemins de fer que nous avions connus enfants soient rénovés, soient restructurés. Bien entendu, il y a des due diligence, parce qu'aujourd'hui, il y a une concession. Donc nous sommes également en train de travailler avec la partie malienne pour lever ces due diligence. Et de façon concrète, pour ceux-là qui vous écoutent, qui vous regardent à la télé, qui sont chez eux des jeunes, vous avez parlé de projets de chemin de fer, vous avez parlé d'autoroute, Dakar, Touba, Tivaouane. Ils espèrent quand pouvoir travailler dans ces chantiers pour pouvoir rapporter quelque chose à la maison. Moi, je dirais quand même qu'il faut remettre les choses à l'endroit. Le Sénégal n'a pas démarré il y a 2 mois avec le groupe consultatif. Le président de la République a été élu le 25 mars 2012. Depuis cette date, c'est 100 000 emplois qui ont été créés dans le secteur privé. Et aujourd'hui, nous avons les statistiques du travail. Et concrètement, on sait combien d'entreprises ont été ouvertes, région par région. Combien d'entreprises ont été fermées, combien de chantiers ont été ouverts dans le secteur privé, dans le non-profit, la vie associative, etc., etc. Le ministre Mansour Sy a communiqué récemment sur les statistiques du travail. L'emploi, il y a 2 manières de le créer. C'est par le secteur public ou par le secteur privé. Dans le respect, bien entendu, de notre cadre budgétaire, le président a eu quand même à autoriser le recrutement de plus de 5000 agents dans la fonction publique, leur insertion. Et plus, pour l'agence de sécurité de proximité, plus de 10 000 emplois ont été créés. Et croyez-moi, ces jeunes qui y sont, ces jeunes filles, jeunes garçons, nos compatriotes, nos enfants, nos neveux, qui y sont, aujourd'hui, je pense qu'ils s'en félicitent. Parce qu'il n'y a que le travail, finalement, qui, comme on dit, qui élève et ennoblit l'homme. Le secteur privé, c'est 100 000 emplois qui ont été créés. Mais cela n'empêche pas l'opposition. Idrissa Seck, quand il est rentré de Paris, hier, Maître Abdoulaye Wade, quand il est rentré de la France, en disant qu'ils avaient amené le pays. Idrissa Seck dit que le plan Sénégal émergent est ridicule. Maître Abdoulaye Wade estime qu'il avait amené le Sénégal au pas de l'émergence, que 2 ans après, il a constaté que les Sénégalais disent qu'ils sont fatigués, que les choses ne marchent pas. Alors, ça c'est l'actualité la plus toute récente.
ce n'est pas mon rôle de polémiquer et je suis peut-être... Quand on a été président de la République, on ne s'appartient plus. Quand on a été chef suprême des armées, quand on a été protecteur des arts et des lettres, président du Conseil supérieur de la magistrature, chef de l'État, clé de voûte des institutions, on ne s'appartient plus. Et je pense que un ancien président demeure une institution, ce qui veut dire aussi que peut-être il n'a pas le droit d'être partisan, quelle qu'en soit la cause, aussi noble soit-elle. Un ancien Premier ministre, c'est une institution consacrée par la Constitution. Un Premier ministre, c'est quelque chose de très fort dans un pays. Alors, je ne polémiquerai pas, je dirais simplement, j'ai été un peu choqué. Pourquoi? D'abord, pendant 5 ans, j'étais dans le système des Nations Unies. Et j'ai eu beaucoup d'appels de l'extérieur, de la Banque mondiale, les amis que nous avons là-bas, de Washington, New York, Paris et Dakar. Il y a eu quand même beaucoup, j'allais dire, de frustration des hauts cadres qui étaient à Paris, qui n'avaient pas la sensation d'être dans un cirque, qui ne sont pas des clowns. Ils ont été un peu choqués par les propos du Premier ministre Idrissa Seck. J'ai été choqué également un peu hier, à 1h du matin. 1h du matin. Je pense qu'aujourd'hui, le Sénégal a besoin de stabilité et de paix sociale. Et je pense que l'enjeu en vaut la peine parce qu'il s'agit de notre pays. Et nous n'avons que notre pays. Quand on a incarné l'unité nationale, quand on a incarné le peuple sénégalais, on ne peut plus être partisan. Oui, mais eux, ils occupent des fonctions politiques. Vous êtes le ministre, c'est une fonction politique aussi. Même si vous vous considérez comme un technicien, ils ont posé un débat concernant des milliers de jeunes Sénégalais qui sont là, qui attendent l'emploi. 2 ans, c'est vrai, comme vous le dites, c'est peu dans la vie de nation, dans la politique de nation, mais 2 ans aussi, c'est le moment de faire un mi-bilan, un mi-parcours. Mais ce bilan, il n'y a pas de quoi en rougir. Le bilan, il est là. Et on peut citer énormément de secteurs sur lesquels il y a eu des avancées. On ne parle pas assez, je pense, de ce qui a été fait. Moi, je ne suis pas partisan de parler du diagnostic, il est fait, il est connu. En 2012, moi j'étais de l'autre côté, j'étais au niveau des partenaires techniques et financiers, il n'y avait plus de croissance au Sénégal. Il était de 1,7%. Donc ça, c'est connu. Le déficit public était insoutenable. Parce que la dépense, il faut savoir également, la dépense publique, on dit c'est le moteur de la croissance quelque part. Moi, je dis plutôt c'est l'investissement qui est le moteur de la croissance. Mais il y a dépenses et dépenses. Il y a dette et dette. Il y a des bonnes dépenses pour la croissance. Quand vous mettez 100 milliards à peu près sur un événement dont joue le FESMAN, ce n'est pas de la croissance. Quand vous louez des barges, ce n'est pas de la croissance. Donc, il faut des investissements structurants pour faire la croissance. L'autoroute, c'est de la croissance. Et c'est bien. Et pour cela, on continue sur cette lancée. Donc, moi, je ne viendrai pas sur le débat, les comparaisons. Je pense que, parce que justement, ceux qui portent ces messages, ils ne sont pas là. Moi, s'il y avait d'autres, si dans un débat contradictoire, on peut venir avec ces chiffres. Oui, mais certains vous disent qu'aujourd'hui, qu'ils ne pensent pas que le gouvernement de Macky Sall ait de la vision. Certains disent qu'aujourd'hui, avant, c'était le Yokouté avant de venir au pouvoir. C'était ça le motif, c'est avec ça que vous avez convaincu les Sénégalais de vous accompagner. Après, vous avez trouvé sur place la stratégie nationale de développement économique et social. Après, il y a eu aussi une réflexion avec les assises nationales. Après, on retombe sur le plan Sénégal émergent. C'est quoi la vision? Et où est-ce que vous voulez amener le Sénégal? Vous en êtes où? Alors, moi, je vais faire un petit témoignage. Et je pense qu'il serait bien aussi qu'on continue sur... Parce que je m'occupe du suivi du PSE. Qu'on parle du suivi du PSE. Là, on ne peut pas échapper à l'actualité, c'est sûr. Je peux faire un témoignage pour avoir travaillé avec le président Macky Sall pendant près de 3 ans et demi. Pendant 2 ans, j'ai été un de ses proches collaborateurs en tant que directeur de cabinet du Premier ministre. Et j'ai été également un de ses proches collaborateurs en tant que directeur de cabinet du président de l'Assemblée nationale pendant 1 an et quelques mois.
Moi, ceux qui pensent qu'il n'a pas de vision, je les renvoie à son discours de politique générale en 2004. Il y a un sous-titre qui dit « Notre vision du Sénégal émergent demeure inaltérable ». Et le trend qu'il y a, les invariants qu'on peut détecter dans le message et le combat même qu'il a porté, ces invariants, ils sont de 3 ordres. Le premier, c'est cette volonté. Et je pense que la volonté, le mot yakar, c'est quelque chose qui est fondamental et qui est présent. Et là, je reprendrai avec, si vous me permettez, ce concept de Gramsci, l'optimisme de la volonté. Et le président Macky Sall est un optimiste. Il parie sur l'homme. Donc, cet optimisme, ce yakar, c'est ça qui, pour lui, qui est le soubassement de ce volontarisme économique qui doit amener la transformation structurelle. Donc lui, c'est un militant de la transformation structurelle. La transformation structurelle, on pourra y revenir. Mais il dit toujours, et déjà dans le discours de 2004, c'était là, dans la solidarité. L'émergence, oui, pas à n'importe quel prix. Dans une société solidaire. L'inclusion sociale. Vous trouverez tout ce qu'il est en train de développer, le concept de protection sociale, déjà dans son discours de politique générale de 2004. Et ça, je peux en être témoin, parce que j'ai travaillé avec lui. Et ça, c'est vraiment, je parle là des invariants de sa pensée, tels que, en tout cas, nous, collaborateurs, nous ressentions cela. Et il dit, d'accord, émergence, oui, dans un État solidaire, mais également dans un État de droit. Pour s'en convaincre, je pense que ceux qui ont suivi son parcours, y compris politique, ne peuvent pas nier son attachement au respect des institutions. Et c'est cela les fondements, le trépied sur lequel repose sa vision. Et c'est ça qu'il a... Parce que pour opérationnaliser une vision, pour la mettre en perspective, il y a des spécialistes. Le président Ouattara a commis McKinsey, qui lui a développé sa vision, à lui. Avant, c'était l'éléphant à 4 pattes, comment on l'appelait, avec les Tidjane de McKinsey à l'époque, qui est aujourd'hui patron de Prudential. Le président Macky Sall a fait, dans la transparence, un appel d'offres. Et il y avait 3 entreprises, McKinsey, il y avait Roland Berger, qui est le numéro 1 européen, McKinsey étant le numéro 1 mondial, et il y avait également une société sénégalaise Performance Management Consulting. Et c'est après cela que McKinsey a gagné ce marché pour mettre en perspective, mais il y a mis une condition en relation avec l'administration sénégalaise. Mais c'est là-bas justement que beaucoup se posent des questions. Pourquoi avoir recours à McKinsey alors que l'administration sénégalaise elle est là, peut-être qu'elle a l'expertise qu'il fallait pour faire ce travail? Alors pour faire ce travail, aujourd'hui, qu'est-ce qui domine le monde? Il faut bien voir la problématique telle qu'elle se pose au plan mondial. Aujourd'hui, le monde a eu plusieurs étapes clés. On parle du commerce triangulaire à l'époque, il y a très longtemps. Aujourd'hui, il y a un triangle qui domine le monde. Ceux qui sont riches, c'est le marché, c'est l'Europe, c'est les États-Unis d'Amérique. Il y a ceux qui détiennent la technologie, c'est l'Orient, c'est l'Asie. Et il y a le gisement d'opportunités qui est l'Afrique. C'est cela, la globalisation gagnante, ce triangle-là. Alors, on peut faire du in vitro, très bien. Ça peut marcher, mais parfois, c'est peut-être mieux de faire du in vitro qui s'adosse à une expertise internationale. Ceux qui connaissent le marché et ses contraintes, ceux qui connaissent comment accéder à la technologie, donc asiatique notamment, et ceux qui ont une vue globale également de l'Afrique, gisement d'opportunités et gisement de défis. Justement, est-ce que le fait d'aujourd'hui d'avoir fait ce travail-là, sans pour autant peut-être s'appuyer de façon pérenne sur l'administration sénégalaise, ne pose pas un problème d'appropriation du plan Sénégal émergent si les fonctionnaires qui sont censés aujourd'hui dérouler les politiques publiques ne semblent pas être associés? Mais ils ont été associés. Il y a eu plus de 150 fonctionnaires qui ont travaillé depuis le début sur le projet et qui aujourd'hui, c'est eux qui ont présenté le projet. McKinsey n'était pas au groupe consultatif. C'est les fonctionnaires du ministère
de l'économie et des finances, les fonctionnaires du ministère du Plan, qui étaient là-bas, avec les ministres, sous la conduite du président de la République. Et c'est comme ça que le projet a été vendu comme un projet du Sénégal. J'en profite également, je saisis l'occasion pour dire, on parle de 2500 milliards, etc. Le contrat Macky Sall fait exactement 1,3 milliard, qui ne sont pas encore payés d'ailleurs. C'est bon aussi à savoir. Je saisis la même occasion pour dire que j'ai lu l'autre jour qu'on est en train de payer des milliards à Tony Blair. Mais ce n'est pas vrai. Tony Blair ne touche pas un franc du Sénégal. C'est plutôt l'inverse, c'est sa fondation qui s'est proposée pour appuyer comme elle le fait un peu en Afrique. La fondation s'appelle AGI, Africa Governance Initiative, pour proposer de faire du capacity building pour l'unité, le bureau, la delivery unit, le bureau opérationnel de suivi que je dirige aujourd'hui par décision du président de la République. Et il le fait gratuitement? Mais bien entendu. Et ce qui a été même proposé, c'était qu'on puisse avoir du staff qui soit payé par sa fondation, du staff que nous choisissons, comme d'autres donateurs vont le faire, d'autres bailleurs vont le faire. Ils ont proposé d'appuyer le PSE, parce qu'ils en sont convaincus, ils ont proposé de pouvoir appuyer l'initiative et la vision du président de la République. Nous nous disons merci. Mais de façon concrète, comment allez-vous faire le suivi dans les ministères? Est-ce que vous appuyez sur des fonctionnaires qui sont dans les ministères, qui gèrent de façon spécifique les projets, ou bien c'est le ministre lui-même qui est responsable des projets dans son ministère? Comment cela doit se passer? Alors, je pense que déjà, et c'est pour cela que je dis toujours, je ne suis pas le ministre du PSE. Le ministre du PSE n'existe pas. Que je suis le ministre du suivi du PSE. C'est un win-win, c'est du gagnant-gagnant. Vous parlez de comment vous vous appuyez sur les ministères. Posez également la question au ministère sectoriel, comment ils comptent s'appuyer sur le BOSS, le bureau opérationnel, BOSS dans le sens de bosser, travailler. Donc, c'est un partenariat que le président de la République souhaite mettre en œuvre. Alors, juste camper le débat. Dans la Constitution, il est écrit qu'il n'y a qu'une personne dans le pays qui est autorisée à définir la politique de la nation. C'est le président de la République. Qui met en œuvre cette politique? Le gouvernement sous la conduite du Premier ministre. Donc le PSE, qui le mettra en œuvre? Le gouvernement sous la conduite du Premier ministre, avec les ministres sectoriels. Mais comme c'est le président de la République qui définit la politique de la nation, il peut se doter d'un outil de suivi des initiatives qu'il lance, des grands projets qu'il lance. Et je suis à ses côtés pour travailler modestement avec une équipe. Mais de façon concrète, comment ça va se faire dans les ministères? Alors, j'ai dit on travaille depuis 2 mois. Et quand on est venu de Paris, et juste après donc que je rejoigne l'équipe, le président de la République a organisé un COS, qui est l'organe de gouvernance du PSE, un comité d'orientation stratégique, où siège le Premier ministre et certains ministres sectoriels. Et il a dit, nous commençons tout de suite, parce que des projets sont très avancés, comme dans le secteur de l'énergie, j'ai parlé de Banda, j'aurais pu parler de Sendou, j'aurais pu parler d'autres projets qui existent. La grande boucle qui va arriver autour de Dakar, et la BID est intéressée à le financer. J'ai parlé tout à l'heure du chemin de fer. Donc les projets sont en train de démarrer dans le cadre du PSE. Nous sommes dans la phase formulation, mobilisation des ressources et implémentation. Donc il a dit, pour les 27 projets phares qui existent et les 17 réformes phares qui existent, qui doivent être le soubassement de la mise en œuvre des projets, je demande à chaque ministre de me désigner 3 personnes qui peuvent être de l'État, chevronnés, fonctionnaires. Si la compétence n'existe pas, vous êtes libre de proposer d'autres de la diaspora ou du secteur privé. Vous me proposez 3 personnes pour que je désigne un chef de projet. Parce que ce dont il s'agit également, c'est d'accountability, de reddition des comptes à la fin. Il y a l'OFNAC maintenant. Donc, ce dont il s'agit, c'est de désigner au sein de chaque ministère une personne qui porte le projet techniquement, le ministère étant le sponsor du projet. Et dans le cadre de projets
qui touchent, qui sont multisectoriels, il y aura un ministre qui sera désigné comme sponsor. Ce travail a déjà été fait. Aujourd'hui, nous savons, pour le premier lot de projets, parmi les 27, il y en a 10. Parmi les 17 réformes, il y en a 5. Nous savons exactement qui est le ministre sponsor, projet unisectoriel ou multisectoriel. Chaque ministre, il y avait une deadline au 14 avril, a proposé les 3 noms. Aujourd'hui, pour certains ministères, nous savons qui a été désigné redevable à la fin du processus. Est-ce que cette équipe est déjà fonctionnelle? Alors, l'équipe, elle est fonctionnelle. Je veux dire que l'équipe, elle est fonctionnelle, ça veut dire concrètement qu'elle a été désignée et elle doit aujourd'hui démarrer d'ores et déjà ce qui nous lie avec cette équipe, nous boss, c'est-à-dire un contrat de performance. Donc nous sommes, hier encore, j'étais longuement dans une réunion avec certains partenaires, nous sommes en train de mettre la dernière main aux outils à mettre à la disposition des équipes pour que les méta-planning, projet par projet, réforme phare par réforme phare, puissent être formulés dans les meilleurs délais. Parce qu'il s'agit par projet, depuis son initiation jusqu'au closing, c'est-à-dire l'inauguration par le chef de l'État, il s'agit de savoir semaine par semaine, de suivre semaine par semaine toute action entreprise dans le cadre d'un grand tableau de bord qui sera à la disposition du président de la République et du Premier ministre et qui sera également disponible de manière transparente, que nous puissions savoir projet par projet. Est-ce que le projet est on time, j'allais dire, et livré, l'action, le livrable qui était prévu a été livré dans les délais? Et est-ce qu'il a été également livré avec le budget? Parce qu'il est hors de question qu'on vous confie l'autoroute qui va aller à Touba et Tuawan et qu'à la fin vous nous doublez les prix. Parce que, et ça c'est notre combat de tous les jours, c'est le combat également du président de la République, c'est comment allier volontarisme économique d'un côté et discipline budgétaire de l'autre côté. Mais justement, sur ce point bien précis concernant la bonne gouvernance, est-ce que des mesures sont prises pour éviter justement d'avoir des projets aujourd'hui qui dépassent les budgets qui avaient été alloués ou bien donnés, ou qu'on puisse plus savoir où est parti l'argent? Je pense qu'il y a deux outils qui doivent exister. Le premier outil, c'est le suivi, le monitoring, pour qu'il n'y ait pas de dépassement. S'il y a des dépassements, le boss a failli. Parce que nous sommes un organe d'alerte. Quelqu'un dit, bon, plus coaching. Bon, bien entendu, le président l'avait dit avant. On fait également du coaching. C'est pour cela que je disais, qu'est-ce que également le ministère attend de nous. Donc nous faisons et du coaching et du monitoring. Du suivi-évaluation, mais également une approche participative et également un soutien. Nous sommes un pôle de compétences pour soutenir l'action publique et la mise en œuvre des projets. Donc, ça c'est un premier instrument, c'est le boss. Le deuxième instrument, il est a posteriori, pour les dépassements, pour le mismanagement, ce qui va être fait et qui a été mal fait. Et le président de la République l'a appelé OFNAC. C'est l'OFNAC qui va, a posteriori, voir s'il n'y a pas de dépassement, s'il n'y a pas de détournement de l'argent qui a été mis en place, c'est ça? Mais le président de la République l'a dit clairement. Il a dit l'OFNAC, c'est pour nous. C'est pour des gens comme moi et d'autres qui vont travailler dans la mise en œuvre de ces grands projets. S'il y a mismanagement, nous serons punis. Prions que Dieu nous donne la constance pour que nous ne soyons jamais détournés de l'essentiel, c'est-à-dire le développement du Sénégal. Oui. Vous avez parlé tantôt de 10 projets prioritaires. Aujourd'hui, parmi ces 10 projets prioritaires, quel est le projet qui est là, maintenant prêt au démarrage? Mais tous les projets sont dans un... Alors, l'état très avancé. Vous savez, les projets, ils existent selon des degrés de maturité. C'est pas facile de faire un port minéralier à Bargny. C'est pas facile. C'est pas facile d'ouvrir la mine de fer que nous avons. Parce que nous ne sommes pas seuls. Si vous voulez ouvrir une mine pendant que peut-être la ressource est en train de baisser, son cours mondial est en train de baisser, ça vous donne moins de marge. Donc, il existe un monde aujourd'hui avec une demande mondiale pour chacun des produits. Donc, et c'est cela qui impacte, les critères exogènes également impactent sur le processus
de notre propre processus de développement. Nous ne sommes pas seuls. Je vous rappelais le triangle tout à l'heure, de ceux qui ont l'argent et le marché, et de ceux qui ont la technologie, et nous, un champ d'opportunités, mais de défis. Donc, aujourd'hui, nous ne sommes pas seuls. Et tout le but, c'est, à la fin, que le Sénégal, et c'est ce que le président Macky Sall nous rappelle tous les jours, soit gagnant dans cette mondialisation. Oui, le Sénégal a beaucoup d'atouts. Aujourd'hui, on constate que si vous allez dans la zone de Kébémer, en Ngaïmekhe par exemple, il y a quand même une expertise en Ngaïmekhe pour faire des chaussures. Et ces chaussures-là, aujourd'hui, si elles étaient bien organisées, une zone économique spécialisée en Ngaïmekhe, on pourrait, pour le Sénégal, ne plus importer des ceintures, des chaussures, des bottes pour l'armée, pour la police, pour la gendarmerie. Et c'est de l'argent qui sera injecté dans l'économie sénégalaise. Est-ce que dans ces projets-là, vous pensez à ce pôle de développement? Tout à fait. Vous avez entièrement raison. Et ça, je ne vais pas l'emprunter au PSE. Il était déjà dans le Yonou Yokouté. C'est ça, les pôles de développement. Alors, le président de la République a une ambition qui va au-delà de satisfaire le marché sénégalais. Ce que nous voulons, c'est avoir des champions ici qui exportent vers les marchés extérieurs. Quand vous vendez chez vous, vous êtes en vase clos. Vous prenez de la poche de Moussa pour mettre dans la poche de Jean. Mais quand vous vendez à l'extérieur, vous prenez de la poche des Américains ou des Européens pour amener dans notre pays. Donc les exportations importent. Et c'est pourquoi, depuis plus d'1 an, ils travaillent, et je ne vais pas, c'est pas quelque chose qui, c'est connu, ils travaillent à démarrer ici, et c'est un des axes, c'est ce qu'on appelle les pôles industriels spécialisés du PSE, à avoir ici des grandes délocalisations d'entreprises chinoises. Je vais vous donner quelques chiffres pour vous dire que c'est possible, si on y croit. La Chine, aujourd'hui, a 85 millions d'emplois à délocaliser dans le monde. 85 millions d'emplois à délocaliser. Ils sont 1,4 milliard. L'Inde a 15 millions d'emplois à délocaliser. Pourquoi? Et les BRICS, globalement, ont 120 millions de jobs à délocaliser. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez plus faire une paire de chaussures en Chine. Il y a 3 ans, le SMIC, le salaire minimum chinois, était de $150. Aujourd'hui, il est à $500. Et on s'attend dans 2-3 ans qu'il soit à $1000. Vous ne pouvez pas être rentable sur le marché international quand vous fabriquez des chaussures en Chine. Les Chinois, aujourd'hui, ils ont une classe moyenne de 300 millions d'habitants. Cette classe moyenne, ils se sont dit, nous allons monter en gamme. On ne va plus faire que des chaussures et des t-shirts. On va faire des télévisions. Parce que c'est 300 millions de foyers qui ont besoin de télévision. Alors les télévisions, c'est LG, c'est Sony, donc c'est Japon-Corée. Donc eux-mêmes montent vers des produits à plus haute teneur technologique. Ces jobs maintenant qui disparaissent, parce qu'ils vont être recyclés dans ces secteurs-là, ils les mettent dans les pays où les salaires sont encore supportables. Et c'est d'ailleurs pourquoi toute la bagarre sur l'énergie. Parce que pour les capter, il faut de l'énergie abondante et pas chère. Donc des projets comme Sandu sont réellement structurants, avec du charbon. Ces 85 millions d'emplois, aujourd'hui, 3 millions sont au Vietnam, 2 millions au Cambodge, 1 million à Myanmar. Près de 100 000 jobs ont été créés en Éthiopie. Et le président travaille tous les jours avec des missions chinoises et ils arrivent en juillet. Vous avez vu ici le professeur Justin Lin qui travaille avec lui sur cette question-là, ancien numéro 2 de la Banque mondiale, aujourd'hui rentré en Chine. Et nous travaillons à avoir un énorme parc industriel ici, où des entreprises vont également recruter par milliers les jeunes sénégalaises et les jeunes sénégalais. Mais justement, c'est la question que les jeunes sénégalais et sénégalais se posent aujourd'hui. On a vu que la Chine, de façon concrète, a délocalisé sa fabrique de chaussures en Éthiopie. L'Éthiopie est considérée comme étant le plus grand cheptel au monde, où les gens peuvent faire des chaussures et tout ce qui va avec en termes de chaîne de valeur. Est-ce que le Sénégal peut s'attendre, dans les mois là prochains, que les usines de fabrique de chaussures soient ouvertes ici pour que les jeunes Sénégalais puissent avoir de l'emploi? Alors, je vous dirais qu'au mois de juillet... Le mois de juillet, là, il y a une mission qui arrive. Et conduite par justement le professeur Justin Lin. Il y a 10 jours, la dame qui a ouvert l'usine
en Éthiopie dont vous parlez, on la connaît, elle s'appelle Helen Haye. Elle était directrice générale de Huajian Shoe Industry en Éthiopie. Elle était ici au Sénégal, elle travaille avec l'APIX, elle travaille avec le ministère des Finances, elle travaille avec le BOSS pour définir un package à proposer aux investisseurs chinois. Donc, depuis Paris, avant Paris, le gouvernement travaille. Mais le président de la République, pour bien le comprendre, je renvoie encore à son discours de politique générale quand il parlait d'une nouvelle philosophie de l'action. Pour lui, il ne s'agit pas de parler tous azimuts. C'est un homme qui veut des résultats concrets. Justement, vous êtes attendu sur l'action, fondamentalement. Les jeunes Sénégalais qui vous écoutent, qui ont voté massivement pour que leur vie change aujourd'hui, ils attendent de façon concrète parce qu'ils sont dans l'impatience, ils ont des urgences à régler. Ils attendent dans l'impatience que vous leur trouviez de l'emploi parce que vous avez fait ces promesses. Mais je disais tout à l'heure que le secteur privé s'est régalé parce que les choses, la réforme du business, ça avance. C'est une réforme phare du PSE. Et sous la conduite du Premier ministre, le gouvernement en entier s'est mobilisé. Et aujourd'hui, on a parlé récemment du permis de construire dématérialisé. Là, il y a 5 documents phares, importants, majeurs, qui ont été automatisés. Et c'est des quick wins, comme on dit. C'est des choses qui se passent tous les jours et qui permettent d'accélérer le rythme, de faire que les choses puissent arriver sur le terrain. Et c'est des choses qui sont vraiment aujourd'hui concrètes. Et c'est cela qui a permis la création de 100 000 emplois nouveaux. C'est quand même important. En plus de l'effort extrêmement généreux et important de l'emploi public, plus de 15 000 jobs quand même qui ont été créés. C'est pas rien, c'est beaucoup. Dans beaucoup de pays aujourd'hui, il n'y a pas ces zéro emploi, croissance zéro emploi. Aujourd'hui, nous sommes sur un trend et qu'il s'agit de démultiplier. Le PSE, vraiment, moi, ce que j'en retiens, au-delà du volontarisme, c'est de l'investissement massif. Et c'est l'investissement massif qui crée l'emploi. Mais apparemment, le président ne semble pas être satisfait de la cadence. La dernière fois à Kédougou, il a parlé que la cadence, c'est pas seulement des mots. Il a même fustigé certaines incompétences concernant la gestion de certains dossiers par rapport à certains ministres. Vous me l'apprenez. Il l'a dit où? Quand? À Kédougou, au Conseil des ministres. C'est dans tous les journaux. Non, je pense que... Les journaux sont revenus sur ça. Je pense que ce qui se dit en Conseil des ministres est secret. C'était dans les journaux. Cette question... La presse a rapporté cette sortie du président. Les délibérations du Conseil des ministres sont vraiment estampillées secret. Cette question ne me concerne pas. Mais au-delà de cela, bien précis, dans le PCE, vous avez insisté sur l'agriculture. Les gens de l'agriculture aujourd'hui, c'est un secteur qui peut créer des milliers d'emplois. Le Sénégal a des vastes étendues de terre. La région du fleuve, le bassin de l'Anambé, le Ferlo, des terres entières sont là, attendent d'être mises en valeur. Comment vous allez justement mettre en place ces terres pour que les jeunes puissent aller travailler les terres aujourd'hui, pour que l'agriculture ne soit pas considérée par les jeunes comme étant un sous-emploi? Alors, vraiment merci pour cette importante question. Le PSE, le premier projet phare du PSE, c'est l'agriculture. C'est la modernisation du secteur agricole. Et là-dessus, le président de la République n'arrête pas de rappeler l'objectif d'1 million de tonnes de riz qu'il a assigné à mon ami le ministre chargé de l'agriculture, Pape Abdoulaye Seck. Et je le connais, c'est un spécialiste, il va y arriver. Nous avons travaillé ensemble dans le cabinet du Premier ministre à l'époque. Et il va y arriver. Alors, ce million de tonnes, et au-delà de ce million de tonnes, 200 000 tonnes de tomates, il y a un programme spécial oignons, 300 000 tonnes qui sont prévues. Pareil pour la pomme de terre, donc 40 000 tonnes également qui sont prévues. C'est tout un package qui vise l'autosuffisance alimentaire. Horizon 2017, couverture de 75% des besoins vivriers des Sénégalaises et des Sénégalais. Et bien entendu, comme vous l'avez dit, ça passera par l'aménagement de nouvelles terres. Il y a quand même 33 000 hectares qui sont prévus d'être aménagés là et qui seront qui sont prévus d'être aménagés là dans la vallée du fleuve Sénégal et pareil au niveau de l'Anambé.
Donc c'est des choses, c'est un plan extrêmement cohérent. Et c'est cela qu'on appelle le PRACAS. Est-ce que vous avez réglé... Nous sommes en train de mettre en œuvre. Est-ce que vous avez réglé en ce moment la question foncière? Il y a un problème. Il y a les agriculteurs, les petits agriculteurs qui ont peur que les agrobusiness viennent prendre leurs terres. Alors, je pense que quand on parle de développement agricole, il y a deux niveaux d'intervention. Et sur les deux niveaux, le gouvernement progresse dans le cadre de la vision du président de la République. Il y a à travailler, à renforcer, à accélérer tous les instruments qui permettent une meilleure productivité. Et c'est simple. Quand on parle d'agriculture, il y a trois leviers, on a trois leviers. C'est l'irrigation, c'est la mécanisation et c'est les engrais, semences, tout ce qui est input. Donc c'est les trois leviers. On n'a jamais vu ici, moi en tout cas, de mémoire de Gossassois, parce que je suis de l'Interland, je n'ai jamais vu ici que de l'engrais, des semences, les inputs soient disponibles au mois d'avril. Cette année, ça a été fait. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut saluer, pour dire toute la haute priorité qui a été accordée à ce secteur. Donc il y a ces leviers-là. Ces trois leviers, c'est pour la productivité. L'autre levier, c'est la gestion de la terre, conflictuelle, par essence. Parce qu'il s'agit de... Alors, j'ai l'habitude de discuter depuis très longtemps avec le ministre de l'Agriculture et il dit toujours que maintenant la filière, toutes les filières, c'est de la cogestion. Donc l'État n'est pas seul. Il y a les destinataires des politiques de l'État qui sont les agriculteurs, qui sont également organisés ou pas au sein d'interfilières organisées ou non. Ces paysans sont également des acteurs clés. Et la réforme foncière prévoit, à côté de la promotion de l'agribusiness, la consolidation également de l'agriculture familiale. Et c'est clair, et c'est ça, c'est un choix du président de la République. Et l'accès à l'eau, parce que pour faire l'agriculture, il faut de l'eau. Le Sénégal ne pleut pas 6 mois sur 12 mois sur 12. Il faut la gestion de l'accès à l'eau. Pour irriguer les champs, pour irriguer les rizeries, pour les gens puissent travailler. Et c'est pour cela que je vous parlais d'irrigation. Je vous parlais de mécanisation. 1000 tracteurs sont prévus. Et il y en a déjà, je pense, un bon lot qui est déjà là. Pour la mécanisation. La gestion de l'eau, question conflictuelle, pas seulement au Sénégal, c'est partout dans le monde. Tout le monde pense que les prochaines crises majeures que le monde pourrait être appelé à connaître seront autour de la question de l'eau. Donc c'est une question qu'il faut également regarder avec beaucoup de tact et d'attention, surtout qu'on n'est pas seul. Les fleuves qui nous traversent traversent également d'autres pays. Vous voyez récemment ce qui se passe entre le Soudan et l'Égypte, autour du Nil. Beaucoup de spécialistes qui connaissent un peu la sous-région disent que le Sénégal a son plan Sénégal émergent, le Gabon son plan Sénégal émergent, la Côte d'Ivoire son plan Sénégal émergent. Et tous ces pays africains veulent exporter leurs produits. Est-ce qu'il y a eu une sorte de benchmarking entre ces plans pour qu'au Sénégal, par exemple, si on fait de l'horticulture, qu'on ne se retrouve pas avec les mêmes produits de la Côte d'Ivoire sur le même marché? Alors, je disais tout à l'heure que quand on exporte vers les pays riches. Le marché, essentiellement, il est en Europe et aux États-Unis. C'est eux qui ont le pouvoir d'achat. Vous prenez le GDP par capita, c'est là-bas le PIB par tête d'habitant, c'est là-bas qu'il est fort. C'est eux qui sont les plus riches. Et ils ont des besoins extrêmement importants. Et dans beaucoup de choses. Et il n'y a pas d'ailleurs que ce qu'on mange. Dans tout. Imaginez qu'il y a un petit village en Chine qui aujourd'hui, par une stratégie de niche, occupe 60% du marché mondial des boutons. Alassane, là où vous êtes, sur votre veste et la mienne, il y a combien de boutons? Vous vous imaginez? Nos chemises, il y a combien de boutons? Donc en réfléchissant, et c'est également à cela dans le plan Sénégal émergent, quand on parle de pôle de développement industriel, c'est à cela. Il s'agit de targeting, de ciblage, de voir les niches sur lesquelles nous pouvons construire des avantages comparatifs à moyen et long terme. Est-ce que parmi ces deux, vous avez pensé aussi aux besoins du marché intérieur et du marché sous-régional? Parce que vous avez dans un pays au Sénégal, on ne fabrique même pas de clous.
nez d'aigu. Oui, ça c'est quelque chose qui me fait mal. Moi, j'étais un directeur de l'industrie pendant quelques années ici. Mais c'est quelque chose également que je pense qu'il faut regarder avec lucidité. Aujourd'hui, je pense qu'il y a des comportements qu'il faut revoir par rapport à notre rapport avec l'étranger. Nous aimons importer. On ne bâtit pas, on ne construit pas un pays en faisant un souk. Il faut que... j'ai vécu, moi, ici, comme directeur de l'industrie, la mise en place du tarif extérieur commun de l'UEMOA. Et c'est ce qui a tué l'industrie sénégalaise en partie. Merci infiniment, Mohamedou Diamno.